Après les funérailles de mon grand-père, mon père hérite de 56e € et me met à la porte, tu es inutile. 24 heures plus tard, l'avocat ricane, avez-vous seulement lu le testament? Mon père a pâli car il stipulait. Je m'appelle Sophie. J'ai longtemps cru que la famille était la chose la plus importante au monde. Je pensais que, peu importe la gravité de la situation, un père aimerait toujours sa fille. J'avais tort. Tout s'est joué aux funérailles de mon grand-père, Guillaume. C'était la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Alors que je pleurais sur son cercueil, mon père, Thomas, souriait. Il venait d'apprendre qu'il héritait de 56 millions d'euros. Je l'ai regardé, espérant une étreinte ou un mot gentil. Je pensais que peut-être, maintenant que grand-père était parti, nous pourrions enfin former une famille. Au lieu de cela, il m'a regardé droit dans les yeux devant tout le monde. Son visage était froid comme la pierre. Il a dit, tu ne m'es plus d'aucune utilité maintenant. Mon cœur s'est brisé. Je me suis senti minuscule et sans valeur. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir l'argent et le pouvoir. Mais il y avait quelque chose qu'il ignorait. Il ne savait pas que grand-père Guillaume avait laissé une clause secrète dans son testament, une bombe à retardement réglée pour exploser au moment où mon père me trahirait. Il pensait me mettre à la porte, mais dans 24 heures, c'est lui qui supplierait. Je m'appelle Sophie Dubois. J'ai 24 ans et je vis en Normandie. Pour comprendre pourquoi mon père a agi ainsi aux funérailles, il faut comprendre comment nous en sommes arrivés là. Il faut comprendre que pour Thomas Dubois, je n'ai jamais été une fille. J'étais une obligation. J'étais un fardeau laissé par une femme qu'il avait cessé d'aimer bien avant sa mort. Ma vie s'est vraiment scindée en deux parties quand j'avais 8 ans. Avant cela, j'avais ma mère, Claire. Elle était la lumière de la maison. C'est elle qui veillait à ce que mes chaussettes soient assorties et à ce que j'aie un petit déjeuner chaud. Mon père, Thomas, était toujours là physiquement, mais il était comme un fantôme. Il rentrait tard, mangeait son dîner en silence et allait dans son bureau. Je me souviens avoir essayé de lui montrer mes dessins de l'école. Il y jetait un coup d'œil, hochait la tête une fois sans sourire et disait, « C'est bien, Sophie. Maintenant, file. » Il ne criait jamais. Il ne me frappait jamais. Il s'en fichait simplement. C'est une chose étrange de réaliser, enfant, que votre propre père vous regarde comme si vous étiez une étrangère dans sa maison. Puis vint le jour où ma mère est morte. C'était un mardi. Je me souviens qu'il pleuvait. Ce n'était pas une tempête, juste une bruine constante et froide qui rendait le monde entier gris. Nous étions à l'hôpital. Maman était malade depuis un moment, mais je ne comprenais pas à quel point c'était grave. J'étais assise sur la chaise en plastique dure de la salle d'attente, balançant mes jambes. Je tenais un petit ours en peluche que mon grand-père Guillaume m'avait donné. Mon père se tenait près de la fenêtre. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne pleurait pas. Il était au téléphone. Je pouvais l'entendre parler du cours de la bourse. Je me souviens avoir pensé, comment peut-il parler d'argent en ce moment? Maman a mal. Un médecin est sorti. Il avait l'air fatigué. Il s'est dirigé vers mon père et a parlé à voix basse. J'ai regardé le dos de mon père. J'ai attendu que ses épaules tremblent. J'ai attendu qu'il laisse tomber le téléphone. J'ai attendu qu'il hurle. Il n'a fait aucune de ces choses. Il a juste hoché la tête. Il a mis son téléphone dans sa poche. Il s'est retourné et m'a regardé. Son visage était totalement inexpressif. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il s'est dirigé vers moi et a dit, « Sophie, ta mère est partie. Nous rentrons à la maison maintenant. » Juste comme ça, pas de câlin. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je t'aime ». Juste un énoncé des faits. Elle est partie. Nous rentrons. Je n'ai pas bougé. Je n'arrivais pas à assimiler l'information. J'ai commencé à pleurer, un long gémissement confus. Il a eu l'air agacé. Il a regardé autour de la salle d'attente comme si mes pleurs l'embarrassaient. « Reprends-toi, Sophie », a-t-il dit sèchement. Pleurer ne la ramènera pas, ce fut le moment où la première fissure est apparue dans mon cœur. J'ai réalisé alors que j'étais seul avec lui, et être seul avec lui était plus effrayant que d'être seul dans le noir. Les funérailles ont eu lieu 3 jours plus tard. C'était un grand événement car mon grand-père, Guillaume Dubois,
était un homme très important dans notre région. Il possédait un immense empire de construction. Tout le monde le respectait. Mon père se tenait près de la tombe, portant des lunettes de soleil noires hors de prix. Il serrait la main des gens. Il acceptait leurs condoléances d'un signe de tête poli. Il jouait parfaitement le rôle du veuf éploré pour le public. Mais je me tenais juste à côté de lui, et je sentais la froideur émaner de lui. Il n'arrêtait pas de regarder sa montre. Il avait une réunion à 14 heures et il craignait que l'enterrement ne le mette en retard. J'ai senti une grande main chaude sur mon épaule. J'ai levé les yeux. C'était grand-père Guillaume. Il avait l'air dévasté. Ses yeux étaient rouges. Il avait pleuré. Il m'a regardé et pour la première fois depuis des jours, j'ai vu de l'amour. Il s'est accroupi dans son costume coûteux, ignorant la boue, et m'a prise dans ses bras. Il sentait le vieux papier, la menthe poivrée et le tabac. « Je suis là, Sophie », a-t-il chuchoté dans mes cheveux. « Je suis là. Tu n'es pas seule. » Je me suis accroché à lui. J'ai pleuré dans son manteau. Je ne voulais pas le lâcher parce que je savais qu'une fois que je l'aurais lâché, je devrais retourner vers mon père. Pendant les 6 mois suivants, j'ai vécu dans la maison avec mon père. C'était un cauchemar de silence. Il a renvoyé la gouvernante que ma mère aimait tant parce qu'il disait qu'elle coûtait trop cher. La maison est devenue poussiéreuse et calme. Il a arrêté d'acheter les courses que j'aimais. Il n'y avait que du café et du pain. J'ai appris à faire mes propres tartines à 8 ans. J'ai appris à laver mon uniforme scolaire dans l'évier parce qu'il ne voulait pas m'aider avec la lessive. Je rentrais de l'école et la maison était vide. Il était au bureau. Quand il rentrait, il passait devant moi dans le salon sans s'arrêter. « Bonsoir, père », disais-je. Sophie, reconnaissait-il, sans même ralentir le pas. J'ai tellement essayé de le faire me voir. J'ai nettoyé le salon. J'ai eu des notes parfaites à mes dictées. J'ai même essayé de lui cuisiner des œufs un soir. Je les ai brûlés et l'odeur a envahi la cuisine. Il est entré, a vu le désordre et a soupiré. C'était un soupir lourd et épuisé qui m'a fait me sentir comme la plus petite personne au monde. « Si tu ne sais pas cuisiner, ne salis pas tout », a-t-il dit. Il n'a pas crié. Il avait juste l'air déçu. « Nettoie ça. Je sors dîner. » Il est parti. Il m'a laissé seul dans la maison avec les œufs brûlés et mes larmes. Je pense que grand-père Guillaume a vu ce qui se passait. Il nous rendait visite tous les dimanches. C'étaient les seuls jours où mon père agissait comme un parent. Quand Guillaume était là, Thomas me tapotait la tête. Il me posait des questions sur l'école. Il souriait. Mais on ne trompait pas grand-père facilement. C'était un homme d'affaires qui avait bâti un empire à partir de rien. Il savait lire les gens. Il voyait la poussière dans la maison. Il voyait que mes vêtements devenaient trop petits et que mon père ne m'en avait pas acheté de nouveaux. Il voyait la tristesse dans mes yeux. Un dimanche, grand-père est resté pour le dîner. La tension était palpable. Mon père parlait de l'entreprise, de profit et d'expansion. Grand-père n'écoutait pas. Il me regardait pousser les petits pois dans mon assiette. « Thomas », a dit grand-père, sa voix basse et grave. Sophie a l'air maigre. Mon père ne m'a pas regardé. Elle va bien. Elle est difficile avec la nourriture. Elle porte des chaussures qui ont des trous, a dit grand-père. Mon père a pris une gorgée de son vin. J'ai été occupé. Je lui achèterai de nouvelles chaussures la semaine prochaine. Grand-père a frappé du poing sur la table. Les couverts ont tremblé. J'ai sursauté. Tu n'as pas été occupé. A rugi grand-père. Tu as été négligent. C'est ta fille, Thomas. Pas une employée que tu peux ignorer. Le visage de mon père est devenu rouge. Je fais de mon mieux, père. Ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. Tu ne l'élèves pas, a dit grand-père. Il s'est levé. Il ressemblait à un géant. Tu existes dans la même maison qu'elle. Il y a une différence. Grand-père s'est tourné vers moi. Il m'a tendu la main. Sophie, a-t-il dit doucement, fais ta valise. Tu viens à la maison avec moi. J'ai regardé mon père. Je voulais qu'il se batte pour moi. Je voulais qu'il dise, non, c'est ma fille. Elle reste ici.
Je voulais qu'il montre juste une once de possession ou d'amour. Il a juste haussé les épaules. Il a pris une autre gorgée de vin. Si tu penses que c'est le mieux, père, a-t-il dit. Ce sera probablement moins une distraction pour mon travail. Une distraction? C'est ce que j'étais pour lui. J'ai fait ma valise en 5 minutes. Je n'avais pas grand-chose. Je suis sorti de cette maison en tenant la main de grand-père, et je ne me suis pas retourné. Mon père n'est même pas venu à la porte pour me dire au revoir. Emménager dans le manoir de grand-père Guillaume, c'était comme emménager dans un autre monde. Sa maison était immense, remplie de lumière et de livres. Mais ce n'était pas la taille de la maison qui importait. C'était la chaleur. Grand-père Guillaume était occupé, mais il trouvait toujours du temps pour moi. Il a engagé une femme gentille nommée Madame Lefebvre pour aider à cuisiner et à nettoyer, et elle me traitait comme une petite fille. Mais les nuits étaient toujours difficiles. Ma maman me manquait. Et malgré tout, l'idée de mon père me manquait. Je continuais d'attendre qu'il appelle. Chaque soir, je m'asseyais près du téléphone dans le couloir. J'attendais qu'il sonne. Il travaille probablement tard, disais-je à Madame Lefebvre. Elle me regardait avec des yeux tristes et me donnait un biscuit. Mange, ma chérie. Il n'a jamais appelé. Pas pour mon anniversaire. Pas pour Noël. Il envoyait une carte signée par sa secrétaire. Un soir, vers mes 10 ans, j'ai posé à grand-père la question qui me brûlait la poitrine. Nous étions dans sa bibliothèque. Il lisait dans son grand fauteuil en cuir et je faisais mes devoirs sur le tapis. Le feu crépitait. On était en sécurité là-bas. Grand-père? Ai-je demandé. Oui, Sophie. Il m'appelait toujours Sophie. Pourquoi papa ne m'aime pas? Grand-père a fermé son livre. Il a enlevé ses lunettes de lecture. Il avait l'air vieux à ce moment-là, et fatigué. Il m'a fait signe de venir. Je suis monté sur ses genoux, même si je devenais un peu grande pour ça. Oh, ma chérie, a-t-il dit. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. C'est qu'il ne sait pas comment aimer qui que ce soit. Son cœur. Il est cassé. Il est cassé depuis longtemps. C'est de ma faute, ai-je demandé. Non, a-t-il dit si fermement que j'ai sursauté. Il a tenu mon visage dans ses mains rugueuses. Écoute-moi, Sophie. Ce n'est jamais la faute de l'enfant. Tu es parfaite. Tu es intelligente, gentille et belle. Ton père est un homme qui se soucie des chiffres. Il se soucie des choses qu'il peut contrôler. Il ne peut pas contrôler l'amour, alors il l'ignore. Il a embrassé mon front. Mais je suis là, et j'ai assez d'amour pour nous deux. D'accord? D'accord, ai-je chuchoté. Mais ce n'était pas d'accord. En grandissant, le trou laissé par mon père ne s'est pas refermé. Il a juste changé de forme. Il est passé de la tristesse à un besoin désespéré de lui prouver qu'il avait tort. Je pensais, si je deviens intelligente comme lui, il m'aimera. Si je comprends les affaires, il me respectera. J'ai commencé à lire la section économique du journal parce que je savais qu'il la lisait. J'ai commencé à poser des questions à grand-père sur l'entreprise de construction. Je voulais parler la langue de mon père. Je me souviens d'une fois précise quand j'avais 16 ans. J'avais gagné un concours régional de mathématiques. C'était important. J'étais si fier. Grand-père rayonnait. Il m'a emmené manger une glace, mais je voulais que papa le sache. J'ai demandé à grand-père de me conduire au bureau de papa. Grand-père a hésité. Sophie, il travaille, a prévenu grand-père. Je sais, mais c'est des maths. Il aime les chiffres. Il sera impressionné, ai-je insisté. Grand-père a soupiré, mais m'a conduite. Je suis entré dans l'immeuble de verre moderne. La réceptionniste me connaissait maintenant. J'étais la fille qui attendait parfois dans le hall pendant des heures en espérant le croiser. Il est en réunion, Sophie, a-t-elle dit. J'attendrai, ai-je dit. J'ai attendu 2 heures. Finalement, la porte s'est ouverte. Mon père est sorti avec 2 autres hommes. Il riait. Je ne l'avais pas vu rire depuis des années. Il avait l'air charmant. J'ai bondi. Papa. Son sourire s'est évanoui instantanément.
Le masque est retombé. Il m'a regardé comme si j'étais une tache sur sa chemise. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai gagné le concours régional de mathématiques, ai-je dit en tenant le certificat. Mes mains tremblaient. J'ai eu la première place. Les hommes avec lui semblaient gênés. C'est bien, Sophie, a dit mon père. Il n'a pas regardé le certificat. Mais tu ne peux pas simplement faire irruption sur mon lieu de travail. Ce n'est pas professionnel. Mais j'ai gagné, ai-je dit, ma voix devenant toute petite. Rentre à la maison, a-t-il dit en me tournant le dos. J'ai du travail. Il s'est éloigné avec les hommes. Il n'a même pas pris le papier. Je suis resté là dans le hall. Je me sentais à nouveau comme cette petite fille de 8 ans à l'hôpital. Je sentais la même froideur. Grand-père attendait dans la voiture. Quand je suis monté, je n'ai rien dit. J'ai juste déchiré le certificat en petits morceaux. Grand-père n'a rien dit non plus. Il a juste démarré la voiture et a conduit. Il a tendu le bras et a pris ma main. Sa main était chaude et rugueuse. Les mains de mon père étaient douces et froides. C'était la dynamique de ma vie. J'étais partagé entre deux hommes. L'un qui me donnait tout, mais que je prenais pour acquis, et l'un qui ne me donnait rien, mais que je poursuivais désespérément. Je ne savais pas alors que cette dynamique préparait le terrain pour la plus grande trahison de ma vie. Je ne savais pas que mon père n'était pas seulement indifférent, il était rancunier. Il détestait que grand-père m'aime. Il détestait que je sois heureux sans lui. Et à mesure que grand-père vieillissait, mon père a commencé à nous surveiller. Il a commencé à surveiller l'argent. Il ne me regardait pas comme une fille. Il me regardait comme une concurrence. À l'aube de mes 20 ans, les lignes étaient clairement tracées dans le sable. J'étais équipe Guillaume. Mon père était équipe Thomas. Et nous jouions à un jeu dont je ne connaissais même pas encore les règles. Grand-père Guillaume était un homme autodidacte. Il avait fondé son entreprise de construction, Dubois et Fils, avec un seul camion et une pelle. Il en avait fait un empire de 50 millions d'euros à la sueur de son front, par des poignées de main et un travail honnête. Il connaissait le nom de chaque chef de chantier. Il savait quelle épouse était malade et quel enfant obtenait son diplôme. Mon père, en revanche, n'avait jamais tenu une pelle de sa vie. Il était allé dans les meilleurs internats, puis dans une grande école de commerce. Il portait des costumes italiens qui coûtaient plus cher que le salaire mensuel d'un ouvrier. Il ne voyait pas l'entreprise comme des gens et des bâtiments, mais comme un tableur Excel. Il voulait réduire les coûts, licencier les travailleurs les plus âgés et utiliser des matériaux moins chers. Grand-père se battait contre lui sur tout. J'étais au milieu, à observer. J'étudiais la gestion d'entreprise à l'université, essayant toujours bêtement d'impressionner mon père, mais en utilisant l'éthique que grand-père m'avait enseignée. Chaque dîner du dimanche, devenu un rituel obligatoire, était un champ de bataille. Nous nous asseyions à la longue table en acajou. Grand-père en bout de table, moi à sa droite, mon père à sa gauche. Nous devons couper dans le plan de retraite des nouvelles recrues, a dit Thomas un soir, coupant son steak avec une précision chirurgicale. Cela draine nos liquidités. Grand-père a posé sa fourchette. Ces hommes se brisent le dos pour nous, Thomas. Nous les traitons bien. C'est la méthode Dubois. La méthode Dubois est inefficace, a répliqué Thomas. Nous perdons des appels d'offres face à des concurrents moins chers. Si nous voulons grandir, nous devons dégraisser. Les gens ne sont pas du gras qu'on coupe. Le visage de grand-père est devenu rouge. Il vieillissait. Son cœur n'était plus aussi fort. Et ses disputes m'inquiétaient. Grand-père a raison, suis-je intervenu. J'ai essayé de garder une voix stable. Si on coupe les avantages, la qualité baisse. On perd les gars expérimentés. À long terme, ça coûte plus cher de réparer les erreurs. Mon père a lentement tourné la tête pour me regarder. C'était ce même regard que lors des funérailles, que dans le hall du bureau. Du pur mépris. Et qu'est-ce que tu en sais, Sophie, a-t-il demandé doucement. Tu es étudiante. Tu n'as jamais dirigé une entreprise. Contente-toi de tes manuels scolaires. Elle a raison pourtant, a grommelé grand-père. Elle a un bon instinct, meilleur que le tien parfois, Thomas. La mâchoire de mon père s'est contractée.
J'ai vu un éclair de haine pure dans ses yeux, pas juste de l'agacement, de la haine. Il détestait que son père me félicite. Il détestait que j'aie une opinion. C'est une fille, a dit Thomas en s'essuyant la bouche avec une serviette. Elle va se marier, avoir des enfants et tout oublier des affaires. Pourquoi perdons-nous du temps à discuter de ça avec elle? Je ne vais pas juste me marier et partir, ai-je dit, sentant la colère monter. Je veux travailler pour l'entreprise. Je veux aider à la diriger un jour. Thomas a ri. C'était un son sec, sans humour. Toi, diriger Dubois et Fils? Ne sois pas ridicule, Sophie. C'est un monde d'hommes. Tu ne tiendrais pas une journée en conseil d'administration. Je tiendrai plus longtemps que toi, ai-je lancé sèchement. Parce que je me soucie vraiment des gens. Thomas s'est levé. J'en ai fini avec cette conversation et j'en ai fini avec ce dîner. Il est sorti. Grand-père a tendu la main et a tapoté la mienne. Sa main tremblait un peu. Ne l'écoute pas, Sophie. Tu as le feu sacré, tu as du cœur. Thomas a l'intelligence des livres mais pas de cœur. Une entreprise sans cœur est juste une machine qui broie les gens. Cette phrase m'est restée. Thomas a l'intelligence des livres mais pas de cœur. J'ai travaillé plus dur que jamais. J'ai obtenu mon diplôme major de ma promotion. Je voulais prouver à mon père qu'il avait tort. Je voulais lui montrer qu'une femme, que sa fille, pouvait être un leader. Le jour de ma remise de diplôme, grand-père était là au premier rang. Il applaudissait plus fort que quiconque. Il avait un bouquet de roses de la taille d'un buisson. Mon père, lui, a envoyé un SMS. Félicitations. J'ai des réunions toute la journée. C'était tout. 4 ans de travail acharné, la mention très bien, et j'ai eu un SMS. J'ai rangé mon téléphone et serré grand-père dans mes bras. Merci d'être là, lui ai-je dit. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, a-t-il dit. Je suis si fier de toi, Sophie. Tu es l'avenir de cette famille. Mais l'avenir allait devenir très sombre. Peu de temps après mon diplôme, la santé de grand-père a commencé à décliner rapidement. Le stress de l'entreprise et les disputes constantes avec Thomas avaient eu raison de son cœur. Il commençait à être fatigué l'après-midi. Il perdait son souffle en montant les escaliers. Un après-midi, je l'ai trouvé assis dans sa bibliothèque, se tenant la poitrine. Son visage était gris. Grand-père. J'ai couru vers lui. Ça va, a-t-il sifflé. Juste besoin d'une minute. Nous sommes allés chez le médecin. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Insuffisance cardiaque congestive. Le médecin a dit qu'il avait besoin de repos. Pas de stress, pas de travail. Vous devez prendre du recul, Guillaume, a dit le médecin. Laissez Thomas gérer les choses. Grand-père m'a regardé. J'ai vu de la peur dans ses yeux. Pas la peur de mourir, mais la peur de ce que Thomas ferait s'il avait le contrôle total. Je ne peux pas, m'a chuchoté grand-père plus tard. Il va tout gâcher. Il va ruiner tout ce que j'ai construit. Je vais aider, ai-je dit. Ainsi, à 24 ans, je suis retourné vivre au manoir à plein temps. Je suis devenu son infirmière, sa secrétaire, et ses yeux et ses oreilles. C'est à ce moment-là que le comportement de mon père a changé. Il a cessé de nous ignorer. Soudain, il visitait le manoir 3 ou 4 fois par semaine. Mais il ne venait pas voir son père malade. Il venait vérifier l'inventaire. Il entrait, me disait à peine bonjour et allait directement dans le bureau de grand-père. Nous devons signer la procuration, père, disait Thomas. Au cas où tu deviendrais incapable, c'est juste une formalité. J'étais dans un coin, ajustant les oreillers de grand-père ou lui apportant du thé. Je regardais mon père planer au-dessus du malade comme un vautour attendant son repas. Je ne suis pas encore incapable, Thomas, sifflait grand-père. Mais tu es faible. Tu as besoin de repos. Laisse-moi prendre le fardeau, insistait Thomas. Sa voix était douce, fausse. Je signerai quand je serai prêt, disait grand-père fermement. Thomas me lançait un regard noir. Peux-tu nous laisser un peu d'intimité, Sophie? Non, disait grand-père avant que je ne puisse bouger. Sophie reste. Elle est mes yeux. Mon père détestait ça.
Il détestait que je sois la gardienne. Il a commencé à me traiter avec une hostilité ouverte. Un jour dans la cuisine, je préparais le déjeuner de grand-père. Thomas est entré pour prendre un café. Tu sais, a-t-il dit en s'appuyant contre le comptoir. Tu gâches ta vie ici à changer les bassins d'un vieil homme. Tu devrais être dehors à chercher un mari. Je prends soin de l'homme qui m'a élevé, ai-je dit en coupant une pomme. Quelque chose que tu devrais faire. Il est mourant, Sophie, a dit Thomas froidement. Et quand il sera parti, les choses vont changer. Tu ne seras plus la petite princesse du manoir. J'ai posé le couteau. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu devrais avoir un plan de secours, a-t-il ricané. Cette maison, l'argent, l'entreprise, tout va à l'héritier. Et c'est moi. Grand-père même, ai-je dit. Il ne me laisserait pas sans rien. Thomas a ri. L'amour ne signe pas de chèque, Sophie. La loi, si. Et selon la loi, je suis le fils unique. Tu es juste un surplus. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il planifiait quelque chose. Il était si confiant. Je suis retourné dans la chambre de grand-père. Il était réveillé. Il a regardé mon visage. Qu'est-ce qu'il a dit, a demandé grand-père. Rien, ai-je menti. Juste des affaires. Grand-père a tendu la main et a pris la mienne. Sa poigne était faible. Il pense qu'il a gagné, a chuchoté grand-père. Il pense que parce que je suis malade, je suis stupide. Il m'a attiré plus près. Appelle maître Henri Joly, a dit grand-père. Henri était son avocat personnel. Appelle-le aujourd'hui. Dis-lui de venir quand Thomas n'est pas là, tard le soir. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que je dois faire un changement au testament, a dit grand-père. Ses yeux étaient vifs, plus vifs qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Thomas pense qu'il hérite d'un royaume, mais je vais lui faire passer un test. Un test? Oui, grand-père a souri faiblement. Un test de caractère. S'il réussit, il a tout. S'il échoue, eh bien, justice sera faite. Et s'il échoue, grand-père? Il ne saura pas qu'il passe un test avant qu'il ne soit trop tard, a dit grand-père mystérieusement. Je me suis assuré que tu seras prise en charge, Sophie, peu importe ce qu'il fait. Je ne connaissais pas les détails à l'époque. J'ai juste appelé Henri. Il est venu à minuit, se faufilant comme un voleur. Ils ont passé 2 heures à chuchoter dans la chambre pendant que je montais la garde dans le couloir. Quand Henri est parti, il m'a regardé et a fait un clin d'œil. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Dubois. Votre grand-père est un homme très intelligent. Je ne savais pas ce qu'ils avaient fait. Je savais juste que grand-père semblait plus paisible après cette nuit-là. Il a arrêté de se battre contre Thomas. Il a laissé Thomas croire qu'il gagnait. Mais à mesure que grand-père s'affaiblissait, mon père devenait plus audacieux. Il a commencé à amener des entrepreneurs à la maison pour voir pour des rénovations. Il mesurait les fenêtres pour de nouveaux rideaux alors que grand-père était encore en vie dans la pièce voisine. Je vais démolir cette bibliothèque, ai-je entendu Thomas dire à un entrepreneur. Faites-en une salle de sport. Je déteste tous ces vieux livres. J'ai couru dans la pièce. Tu ne peux pas faire ça. Grand-père adore cette bibliothèque. Thomas m'a regardé comme si j'étais un insecte. C'est ma maison, Sophie, où ça le sera très bientôt. Je peux faire ce que je veux. Je suis retourné au chevet de grand-père et j'ai tenu sa main. Je ne lui ai pas parlé de la bibliothèque. Je ne voulais pas lui briser le cœur, mais je savais que la guerre arrivait. Je ne savais juste pas à quel point elle serait brutale. La maison, qui était autrefois pleine de rire et de l'odeur du tabac à pipe, est devenue un hôpital. C'est la seule façon de la décrire. La grande bibliothèque où j'ai appris à lire était maintenant remplie du bruit d'une machine à oxygène. Elle faisait un sifflement clic rythmé qui résonnait dans le couloir. Ma vie s'est réduite aux 4 murs de la chambre de grand-père Guillaume. J'ai arrêté de voir mes amis. J'ai arrêté de penser à mon propre avenir. Mon monde entier consistait à doser les médicaments, arranger les oreillers et tenir la main du seul homme qui m'aimait. Mon père, Thomas, voyait cette période très différemment. Pour lui, c'était un jeu d'attente. C'était un désagrément. Je me souviens clairement d'un matin.
C'était un mardi, environ 3 semaines avant la fin. J'étais dans la cuisine en train d'écraser des pilules dans de la compote de pommes parce que grand-père avait du mal à avaler. Mon père est entré. Il portait un costume bleu marine impeccable et regardait sa montre. « Combien de temps cela va-t-il prendre, Sophie ?» a-t-il demandé. J'ai fait une pause, la cuillère suspendue au-dessus du bol. « Combien de temps quoi va prendre ? Le nourrir ? La partie mourir, a-t-il dit. Il ne l'a pas dit avec tristesse. Il l'a dit comme s'il demandait quand une réunion allait se terminer. J'ai eu la nausée. C'est ton père. Il se bat pour sa vie. Thomas s'est versé un café. Il souffre et il draine les ressources de la succession. Sais-tu combien coûtent les infirmières de nuit ? C'est astronomique. Il a bâti cette fortune, ai-je lancé. Il peut dépenser chaque centime pour son confort s'il le veut. Thomas s'est tourné vers moi, les yeux froids. C'est du gaspillage et ça retarde la transition. Le conseil d'administration s'impatiente. Ils veulent savoir qui est aux commandes. J'ai besoin qu'il passe le relais, mais il s'y accroche désespérément. Il a pris une gorgée de café et a ajouté, « Assure-toi de ne pas lui donner trop de sucre. Ça le rend hyperactif. Je dois lui parler des titres de propriété en Dordogne aujourd'hui. » Je l'ai regardé sortir. Je voulais hurler. Je voulais lui lancer le bol à la tête, mais je ne pouvais pas. Je devais rester calme pour grand-père. Quand je suis monté, grand-père était réveillé. Il avait l'air si petit dans le grand lit à baldaquin. Sa peau était comme du papier, mais ses yeux étaient toujours d'un bleu vif, les mêmes yeux qui me faisaient un clin d'œil quand il me donnait des bonbons en douce avant le dîner. « C'était Thomas » a-t-il chuchoté. Sa voix était râpeuse. « Oui » ai-je dit en m'asseyant au bord du lit. Il est anxieux à propos du travail. Il est anxieux à propos de l'argent, a corrigé grand-père. Il mesure les rideaux pour mon cercueil, Sophie. J'ai essayé de sourire, mais les larmes me piquaient les yeux. Ne dis pas ça. C'est la vérité, a-t-il dit. Il a serré ma main. Écoute-moi. Ce soir, Henri revient. Maître Henri Joly était venu quelques fois au cours du dernier mois. Encore, ai-je demandé. Je pensais que vous aviez fini les papiers. Nous faisons les derniers ajustements, a dit grand-père. Le piège est tendu. J'ai juste besoin de l'amorcer. Cette nuit-là, Henri est arrivé à 21h. Mon père était déjà parti pour son appartement en ville. Il ne supportait pas l'odeur de la maladie dans la maison la nuit. Henri était un homme petit et rond avec d'épaisses lunettes. Il avait l'air nerveux. Il portait une lourde mallette en cuir. Je l'ai conduit à la chambre. J'allais partir pour leur laisser de l'intimité, mais grand-père m'a rappelé. « Reste, Sophie » a-t-il dit. « Je veux que tu entendes cette partie. Pas tout, mais cette partie. » Je me suis tenu près de la porte. La pièce était sombre, éclairée seulement par une lampe de chevet. « Henri » a dit grand-père, « lis la clause. » La condition, Henri s'est raclé la gorge. Il a ajusté ses lunettes, il a lu un document. La totalité de la succession, y compris la part majoritaire de Dubois et Fils, les propriétés et les actifs liquides totalisant 56 millions d'euros, reviendra à mon fils, Thomas Dubois. Mon cœur a sombré. J'ai senti une vague de froid m'envahir. Il donnait tout à Thomas. Après tout, après la négligence, après la façon dont Thomas m'avait traité. J'ai regardé grand-père, blessé et confuse. Henri a continué à lire, point à la stricte condition qu'il prouve être un gardien de la famille. Il doit fournir résidence, soutien financier et soins à ma petite-fille Sophie Dubois pour la durée de sa vie ou jusqu'à ce qu'elle se marie. La maison familiale doit rester son foyer. Si, à tout moment, il l'expulse, lui coupe les vivres ou manque à son devoir de père, les actifs sont immédiatement confisqués. Grand-père m'a regardé. Tu comprends, Sophie ? Tu le forces à prendre soin de moi, ai-je dit doucement. Je lui donne un choix, a dit grand-père. S'il est un homme bon, s'il te laisse rester, s'il partage la richesse, il garde les 56 millions. Il peut être le grand magnate qu'il veut être. Tout ce qu'il a à faire, c'est te traiter avec une décence humaine élémentaire. Mais il me déteste, ai-je chuchoté. S'il te déteste plus qu'il n'aime 56 millions d'euros, alors c'est un idiot, a dit grand-père.
Et si c'est un idiot, il ne mérite pas mon argent. Est-ce qu'il le sait, ai-je demandé. Est-ce qu'il connaît cette clause? Grand-père a souri. C'était un sourire malicieux et triste. Non, c'est ça le test. Si je lui dis, il fera semblant. Il fera semblant d'être gentil pour garder l'argent. Je dois savoir qui il est vraiment quand il pense que personne ne regarde. Donc le testament principal, celui qu'il lira en premier, dit qu'il a tout. Cette clause. Elle est dans l'addendum. Elle s'active 24 heures après la lecture. 24 heures? Oui, a expliqué Henri. Il a une fenêtre d'1 jour. S'il te met à la porte immédiatement, il perd. S'il te laisse rester, la clause est révélée en privé et il est lié par elle pour toujours. C'est un pari, grand-père, ai-je dit en tremblant. Et s'il me met à la porte? Et si je n'ai nulle part où aller? Alors tu n'auras pas besoin de lui, a dit fermement grand-père. Parce que s'il échoue au test, les 56 millions d'euros ne vont pas à une œuvre de charité. Ils vont à toi. J'ai eu le souffle coupé. La pièce est devenue silencieuse. À moi. À toi, a dit grand-père. Mais tu ne peux pas lui dire, Sophie. Tu dois me le promettre. Tu dois le laisser montrer son vrai visage. Tu dois être courageuse. Peux-tu être courageuse pour moi? J'ai regardé son corps frêle. Il essayait de me protéger depuis la tombe. Il essayait de forcer mon père à m'aimer ou de le punir s'il ne le faisait pas. Je promets, ai-je dit. Bien, a soupiré grand-père en fermant les yeux. Maintenant, laisse-moi dormir. Je suis très fatigué. Henri a rangé ses papiers. Il m'a regardé en sortant. C'est un génie, votre grand-père. Mais ça va être une semaine très difficile pour vous, Sophie. Préparez-vous. Je ne savais pas à quel point il avait raison. Les jours suivants ont été flous. Grand-père a cessé de manger. Il dormait 20 heures par jour. Quand il était éveillé, il était confus. Il pensait que j'étais ma mère, Claire. Claire, marmonna-t-il. As-tu planté les tulipes? Oui, grand-père, disais-je en lui essuyant le front avec un gant frais. Elles sont magnifiques. Thomas a visité une fois. Il est resté dans l'encadrement de la porte pendant 5 minutes. Il n'est pas lucide, a dit Thomas, l'air agacé. Ça ne sert à rien que je reste. Appelle-moi quand ça arrivera. Quand ça arrivera. Il ne pouvait même pas dire le mot mort. J'ai passé les nuits dans le fauteuil à côté de son lit. Je tenais sa main. J'ai mémorisé les lignes de son visage. Je l'ai remercié pour les livres, pour les glaces, pour l'amour. Je lui ai dit que c'était bon, qu'il pouvait partir. Je lui ai dit que j'irais bien. Je mentais. J'étais terrifié. Je savais qu'au moment où il rendrait son dernier souffle, mon bouclier disparaîtrait. Je serais seul dans la cage avec un tigre. Mais je suis resté. Je n'ai pas quitté son chevet parce que c'est ce qu'on fait pour la famille. C'est ce qu'on fait par amour. Quelque chose que mon père n'a jamais compris. C'est arrivé un jeudi soir. Il pleuvait encore, tout comme quand ma mère est morte. L'univers a un étrange sens de l'humour. Il était 3 heures du matin. La maison était silencieuse, sauf pour la pluie frappant la vitre. Je somnolais dans le fauteuil, ma tête reposant sur le matelas. Soudain, le rythme de la machine à oxygène a changé. Elle n'a pas bipé. Elle a juste arrêté de cliqueter. Je me suis redressé. Grand-père? Elle. Apiès était immobile. Il ne bougeait pas. Sa poitrine ne se soulevait pas. J'ai tendu la main et touché sa joue. Elle était encore chaude, mais la vie était partie. Il avait l'air paisible. Les rides de douleur avaient disparu de son front. Grand-père, ai-je chuchoté, la voix brisée. Pas de réponse. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas couru. J'ai juste posé ma tête sur sa poitrine et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour lui. J'ai pleuré pour la petite fille qui a perdu sa maman. J'ai pleuré pour la femme qui était sur le point de perdre sa maison. J'ai pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis levé. J'ai embrassé son front une dernière fois.
Au revoir, grand-père, ai-je dit. Je t'aime. Je suis sorti dans le couloir et j'ai décroché le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai laissé tomber le combiné 2 fois. J'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie. Sa voix était pâteuse. Quoi? Il est parti, ai-je dit. Ma voix sonnait creuse, comme si elle venait d'un tunnel. Il y a eu une pause. Je l'ai entendu bouger dans son lit. D'accord, a-t-il dit. À quelle heure? À l'instant, ai-je dit. Vers 3 heures. D'accord, appelle le médecin pour le constat de décès. Puis appelle les pompes funèbres. Je serai là dans la matinée. Ça ne sert à rien que je vienne sous la pluie maintenant. C'était tout. Pas de go, ça va? Pas de je suis désolé. Juste une liste de tâches. D'accord, ai-je dit. Clic. Je me suis assise par terre dans le couloir et j'ai attendu que le soleil se lève. Les 3 jours suivants ont été un cauchemar logistique. Les gens ont envahi la maison. Fleuristes, traiteurs, parents éloignés que je n'avais pas vus depuis des années. Tout le monde voulait faire partie de la tournée d'adieu de Guillaume Dubois. Mon père était le maître de cérémonie. Il était partout. Il serrait des mains, acceptait les plats préparés, avait l'air sombre et digne. Il disait à tout le monde à quel point son père bien-aimé allait lui manquer. J'avais envie de vomir. Je me tenais dans un coin vêtu d'une simple robe noire, invisible. Les gens passaient devant moi pour aller voir Thomas. Tellement désolé pour votre perte, Thomas. C'était un titan. Merci. Merci. C'est un coup dur, disait Thomas en vérifiant son reflet dans le miroir du hall. Puis vinrent les funérailles, la scène dont je vous ai parlé au début. La trahison. Nous étions au cimetière. Le prêtre jetait de la terre sur le cercueil. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Mon père s'est penché vers moi. Je pensais qu'il allait me réconforter. Au lieu de cela, il a chuchoté, sois au bureau du notaire à 9 heures demain. Ne sois pas en retard. Nous devons régler le transfert de propriété pour que je puisse mettre la maison en vente. Je me suis figé. En vente? Qu'est-ce que tu veux dire? Je la vends, a-t-il dit sans me regarder. C'est trop grand, trop vieux. Je liquide les actifs. Mais j'habite là, ai-je bégayé. Il a tourné la tête. Les lunettes de soleil cachaient ses yeux, mais j'ai vu le rictus sur ses lèvres. Plus pour longtemps, a-t-il dit, puis il s'est éloigné pour serrer la main du maire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai fait un petit sac au cas où. Mon cœur battait comme un tambour. Le lendemain matin, je suis entré dans la salle de conférence de Joly et Associés. Il y avait une longue table en verre. Mon père était assis au bout, l'air détendu. Il avait un café et un croissant. Il avait l'air d'avoir gagné au loto. Maître Henri Joly était assis en face de lui. Henri avait l'air pâle. Il m'a regardé avec des yeux tristes et compatissants. « Assieds-toi, Sophie, a dit Thomas. Finissons-en. » Je me suis assise à l'autre bout de la table. Henri a ouvert un dossier. Ses mains tremblaient légèrement. « Nous sommes ici pour lire les dernières volontés et le testament de Guillaume Arthur Dubois, a commencé Henri. Passe le préambule, Henri, a interrompu Thomas. Lis juste la répartition des biens. Henri a soupiré. Très bien. Moi, Guillaume Dubois, étant saint d'esprit, lègue par la présente la totalité de ma succession, y compris la résidence principale aux 12 allées des Chênes, la totalité du portefeuille d'actions et 100% de la propriété de Dubois et fils, à mon fils, Thomas Dubois. Thomas a frappé dans ses mains. Un son fort et sec dans la pièce calme. Excellent, a dit Thomas. C'est tout? Henri a hésité. Il m'a regardé. J'ai retenu mon souffle. C'était le moment. C'est le testament principal. Oui, a dit Henri. Bien. Thomas s'est levé. Envoyez l'acte de transfert à mon bureau avant midi. J'ai un serrurier qui me retrouve à la maison à 11 heures. Thomas, a dit Henri, sa voix pleine d'avertissement. Il y a des considérations éthiques. Sophie vit là depuis 15 ans. Thomas m'a regardé. Il a souri. C'était un sourire terrifiant.
C'était le sourire d'un homme qui avait enfin le pouvoir d'écraser la chose qui l'agaçait. Sophie est une adulte, a dit Thomas doucement. Elle a un diplôme. Elle peut trouver un travail. Elle peut trouver un appartement. Il est temps pour elle de voler de ses propres ailes. Il m'a regardé directement. Tu as entendu l'homme, Sophie. La maison est à moi. L'argent est à moi. Tu n'as droit à rien. Papa, s'il te plaît, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de feindre le désespoir. Je n'ai nulle part où aller. Laisse-moi juste rester un mois, juste le temps que je trouve un endroit. Non, a-t-il dit. Je veux la maison vide. J'ai des décorateurs qui viennent lundi. Tu es un boulet. Tu ne m'es plus d'aucune utilité maintenant. Et voilà. La phrase qui m'a brisé. Tu as jusqu'à midi aujourd'hui pour retirer tes effets personnels, a dit Thomas en vérifiant sa montre. Après ça, tout ce qui reste à l'intérieur devient ma propriété, et je le mettrai à la poubelle. C'est dans 2 heures, ai-je crié. Alors tu ferais mieux de te dépêcher, a-t-il dit. Il a attrapé sa mallette et est sorti de la pièce. Je suis resté là, abasourdi. Henri m'a regardé. Je suis tellement désolé, Sophie, a chuchoté Henri. Il n'a pas réussi le test, ai-je dit, ma voix tremblante. Non, a dit Henri. Il a regardé l'horloge au mur. La clause s'active dans 24 heures, à 9 heures demain matin. Jusque-là, légalement, il est le propriétaire. Donc, je suis sans abri pour 24 heures. Oui, a dit Henri. Mais Sophie, si tu peux survivre jusqu'à demain, tout change. Reste juste en sécurité. Ne lui dis rien. Laisse-le creuser sa propre tombe. J'ai hoché la tête. J'ai essuyé mon visage. Je me suis levé. D'accord, ai-je dit. Je peux le faire. J'ai conduit jusqu'au manoir. Mes mains serraient le volant si fort que mes articulations étaient blanches. Quand je suis arrivé dans l'allée, il y avait déjà une camionnette noire. Précision sécurité. Mon père ne perdait pas une seconde. 2 grands hommes en uniforme se tenaient près de la porte d'entrée. Mon père était là, pointant la porte. Je veux que les serrures soient changées sur toutes les portes extérieures, disait-il, et reprogrammer le code du portail. Je suis sorti de ma voiture. Papa, ai-je crié. Il s'est tourné. Tu perds du temps, Sophie. L'horloge tourne. J'ai couru devant lui dans la maison. J'ai attrapé ma valise. J'ai couru dans ma chambre. J'ai jeté mes vêtements dedans. J'ai attrapé la photo de ma mère sur la table de chevet. J'ai attrapé l'ours en peluche que grand-père m'avait donné. Je pouvais entendre la perceuse du serrurier travailler sur la porte d'entrée. Ça ressemblait à une fraise de dentiste. C'était le son de ma vie en train d'être effacé. J'ai couru dans la chambre de grand-père. Je voulais prendre quelque chose à lui, sa montre, son livre, n'importe quoi. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte. Ne touche à rien ici, a-t-il dit sèchement. Tout cela fait partie de la valeur de la succession. Cette montre vaut 10 000 euros. Si tu la prends, je te fais arrêter pour vol. C'était mon grand-père, ai-je hurlé. Je veux juste un souvenir. Tu as des souvenirs, a dit Thomas froidement. Ceux-là sont gratuits. Maintenant sors. Un des gardes de sécurité s'est avancé. Mademoiselle, vous devez quitter les lieux. J'ai regardé mon père. J'ai cherché un signe de regret, un signe d'humanité. Il a juste vérifié son téléphone. Assurez-vous qu'elle vous donne sa clé avant de partir, a-t-il dit au garde. J'ai retiré la clé de la maison de mon trousseau. La clé que j'utilisais depuis mes 8 ans. Je l'ai jetée aux pieds de mon père. Tu vas regretter ça, ai-je dit. Ma voix était basse. Je tremblais de rage et de chagrin. Tu penses avoir gagné, mais tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. Thomas a ri. Des menaces d'une fille SDF. Comme c'est terrifiant. Au revoir, Sophie. Je suis sorti. Le garde de sécurité m'a suivi jusqu'à ma voiture pour s'assurer que je ne volais pas les nains de jardin. Je suis monté dans ma voiture. Elle était remplie de vêtements et de cartons. J'ai descendu la longue allée.
Les grilles de fer se sont refermées derrière moi dans un bruit métallique final. Je me suis garé sur le bas-côté de la route, juste à l'extérieur du portail. J'ai regardé la maison. Ma maison. Il recommençait à pleuvoir. J'avais 74 € sur mon compte en banque. J'avais un réservoir d'essence et j'avais un secret qui valait 56 millions d'euros. J'ai incliné le siège de ma voiture. J'ai verrouillé les portes. J'ai regardé la pluie frapper le pare-brise. J'ai vérifié l'heure. 11h45. Je devais juste attendre. Je devais juste survivre à la nuit. À l'intérieur de cette maison, mon père faisait probablement sauter le champagne. Il pensait être le roi du monde. Il pensait m'avoir effacé, mais l'horloge tournait. Et quand le soleil se lèverait, le roi allait perdre sa couronne. J'ai fermé les yeux et chuchoté à la voiture vide, « Attends juste, papa. Attends juste. » Dormir dans une voiture n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre tant qu'on ne l'a pas fait. Ce n'est pas seulement l'inconfort. C'est la vulnérabilité. J'ai garé ma petite berline sur le parking d'un supermarché ouvert 24h24 parce que les lumières me faisaient me sentir plus en sécurité. J'ai incliné le siège, mais le levier de vitesse me rentrait dans la jambe. Il faisait froid. La pluie martelait le toit toute la nuit. Un tambour incessant qui me rappelait que je n'avais nulle part ailleurs où aller. Chaque fois qu'une voiture passait, je sursautais. Je pensais que c'était peut-être la police me disant de bouger, ou pire, quelqu'un essayant d'entrer par effraction. J'ai verrouillé les portes 3 fois juste pour être sûr. Je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à fixer le tissu sombre du plafond de la voiture, repassant en boucle l'expression sur le visage de mon père. Tu ne m'es plus d'aucune utilité. Ces mots résonnaient dans ma tête plus fort que la pluie. Il ne m'avait pas juste expulsé. Il m'avait effacé. Il avait regardé sa propre fille et n'avait vu rien d'autre qu'un obstacle à son compte en banque. J'ai mangé une barre de céréales rassis pour le dîner. Mon estomac gargouillait, mais j'avais trop la nausée pour manger plus. Je regardais l'horloge numérique sur le tableau de bord. 2 heures. 4 heures. 6 heures. Quand le soleil s'est enfin levé, j'avais l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Mon cou était raide. Mes yeux étaient gonflés d'avoir pleuré. J'ai conduit jusqu'à une station-service pour utiliser les toilettes et m'asperger le visage d'eau froide. Je me suis regardé dans le miroir. Je ressemblais à un fantôme sans abri. Mais à mesure que le soleil montait, un sentiment étrange a remplacé la tristesse. C'était l'adrénaline. Je savais quelque chose que mon père ignorait. Je savais qu'un compte à rebours touchait à sa fin. J'ai reconduit jusqu'à la route juste à l'extérieur des grilles du manoir. Je me suis garé sur le bas-côté, caché derrière une ligne d'arbres. Je pouvais voir les grilles de fer. Je pouvais voir la guérite de sécurité. Je regardais l'horloge numérique de mon téléphone. 8h55. 8h58. 8h59. Mon cœur martelait contre mes côtes. S'il te plaît, fais qu'il échoue, pensais-je. S'il te plaît, ne le laisse pas avoir un soudain changement de cœur. Si mon père m'avait appelé ne serait-ce qu'une fois au cours des dernières 24 heures pour dire « rentre à la maison ». J'ai fait une erreur, le marché était annulé. S'il avait envoyé un SMS disant « parlons », il aurait gardé l'argent. J'ai vérifié mon journal d'appels. Rien. Pas d'appel manqué, pas de SMS, juste le silence. 9 heures. L'échéance est passée. À 9h01, mon téléphone a sonné. Le nom sur l'écran était Maître Henri Joly. J'ai pris une grande inspiration et répondu. Bonjour, Henri. Sophie. La voix d'Henri était tendue par l'anticipation. Où êtes-vous? Je suis dans ma voiture, ai-je dit. En bas de la rue de la maison. Vous a-t-il appelé? A demandé Henri. Vous a-t-il offert un abri? Vous a-t-il contacté de quelque manière que ce soit? Non, ai-je dit. Pas un mot. J'ai entendu Henri laisser échapper un long soupir. Ça ressemblait à du soulagement. Alors c'est fait, a dit Henri. Il a échoué à la condition du testament. Il a abandonné son devoir de père et de gardien. La clause est déclenchée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Ai-je demandé.
Je me sentais étourdi. Je viens de déposer les papiers électroniquement au tribunal des successions, a dit Henri. C'est officiel. Au moment où l'horloge a sonné 9 heures, les actifs ont été transférés. Les 56 millions, l'entreprise, le domaine, tout est légalement à vous, Sophie. J'ai commencé à pleurer. Pas des larmes tristes cette fois. Des larmes de libération. Le poids des dernières années, la négligence, les insultes, la cruauté, tout s'envolait de mes épaules. Il ne le sait pas encore, n'est-ce pas, ai-je demandé. Non, a dit Henri. J'ai une réunion prévue avec lui à la maison dans 1 heure pour finaliser les papiers. Il pense qu'il signe les derniers actes pour lui-même. Je veux que vous soyez là, Sophie. Je ne peux pas y retourner seul, ai-je dit. Il a la sécurité. Ils me mettront encore à la porte. Vous ne serez pas seul, a dit Henri. J'ai engagé une société de sécurité privée. Ils vous retrouvent au portail dans 10 minutes. Ils travaillent pour vous maintenant. Ils sont plus gros et plus méchants que les gars que votre père a engagés. D'accord, ai-je dit. Je serai là. Sophie, a ajouté Henri, sa voix douce. Votre grand-père serait très fier de vous. Vous avez survécu au test. Il savait, ai-je chuchoté. Il savait que papa ferait ça. Il espérait qu'il ne le ferait pas, a dit Henri. Mais il s'est préparé au pire. Allez reprendre votre maison, Sophie. J'ai raccroché. J'ai regardé le manoir au loin. Il avait l'air différent maintenant. Il ne ressemblait plus à une forteresse dont j'étais exclu. Il ressemblait à chez moi. 10 minutes plus tard, 2 gros SUV noirs se sont arrêtés derrière ma voiture. Un homme en costume est sorti. Il ressemblait à un commando ex-militaire. Mademoiselle Dubois, a-t-il demandé. Oui. Maître Joly nous envoie. Je suis le commandant David. Nous sommes ici pour vous escorter sur votre propriété et expulser tout intrus. Intrus. Mon père était maintenant un intrus dans sa propre maison d'enfance. Merci, ai-je dit. Allons-y, je suis remonté dans ma voiture. J'ai mené le convoi. Nous avons conduit jusqu'au portail principal. Le garde que mon père avait engagé, celui qui m'avait pris mes clés hier, est sorti de la guérite. Il avait l'air confus en voyant les 3 voitures. Il m'a fait signe de m'arrêter. J'ai baissé ma vitre. Vous ne pouvez pas entrer ici, mademoiselle, a-t-il dit avec suffisance. Monsieur Dubois a donné des ordres stricts. Pas d'accès pour vous. Le commandant David est sorti du SUV derrière moi. Il s'est dirigé vers le garde. David faisait une tête de plus et était 2 fois plus large. Ouvrez le portail, a dit David calmement. Qui êtes-vous, a bégayé le garde. Je travaille pour Thomas Dubois. David a tenu un morceau de papier. C'était une ordonnance du tribunal qu'Henri lui avait envoyée par email. Thomas Dubois ne possède plus cette propriété, a dit David. Cette dame-ci. Maintenant ouvrez le portail ou je vous retire de ce poste physiquement. Le garde a regardé le papier. Il a regardé David. Il m'a regardé. Il a réalisé qu'il était dépassé. Il a appuyé sur le bouton. Les grilles de fer se sont ouvertes. J'ai conduit à travers. La montée de la longue allée sinueuse ressemblait à un tour d'honneur. Les arbres semblaient plus verts. L'air semblait plus frais. Je n'étais plus la petite fille effrayée. Je n'étais plus la fille mendiant des miettes d'affection. J'étais la propriétaire. Je me suis arrêté devant la maison. Le cabriolet de mon père était garé juste devant, prenant 2 places. La porte d'entrée était ouverte. Je pouvais entendre de la musique. Je suis sorti de la voiture. J'ai lissé ma robe froissée. J'ai pris une grande inspiration. Le commandant David et 4 de ses hommes m'ont flanqué. Nous avons monté les marches. J'ai franchi la porte d'entrée. Mon père était dans le hall. Il était avec un agent immobilier, une femme aux cheveux blonds et au sourire faux. Il regardait le grand escalier. On peut arracher cette moquette, disait Thomas. Mettre quelque chose de moderne. Des rampes en verre, peut-être. Se débarrasser de ce bois démodé. Excusez-moi, ai-je dit. Ma voix était stable. Elle a résonné sous le haut plafond du hall.
Thomas s'est retourné. Quand il m'a vu, son visage s'est tordu en une grimace. Sophie, je t'ai dit de dégager, a-t-il aboyé. Je suis en réunion. Sécurité. Où est la sécurité? Il a regardé derrière moi et a vu le commandant David et son équipe. Son visage est devenu pâle. Qui sont ces gens? A exigé Thomas. Si vous ne partez pas immédiatement, j'appelle la police. Nous sommes la police, a dit David, montrant un badge. Il était retraité des forces de l'ordre. Enfin, sécurité privée avec pleine juridiction sur cette propriété. C'est ma propriété, a hurlé Thomas. Son visage devenait rouge. Je suis Thomas Dubois. Je possède cette maison. Je me suis avancé. Je me suis dirigé droit vers lui. Il sentait l'eau de Colombe-Cher et l'arrogance. En fait, ai-je dit, non. Juste à ce moment-là, Maître Henri Joly est entré par la porte ouverte. Il portait sa mallette. Henri, a crié Thomas. Dis à ces voyous de partir. Dis à ma fille folle qu'elle n'a aucun droit ici. Henri s'est dirigé vers nous. Il n'a pas regardé Thomas. Il m'a regardé et a hoché la tête. Puis il s'est tourné vers Thomas. Je crains que ce ne soit pas correct, Thomas, a dit Henri calmement. À compter de 9 heures ce matin, vous avez été dépouillé de tous les actifs liés à la succession de Guillaume Dubois. Thomas a ri. S'est éteint son aigu et nerveux. De quoi parles-tu? Le testament? J'ai lu le testament hier. Vous avez lu la première partie du testament, a dit Henri calmement. Vous n'avez pas lu l'addendum. La clause conditionnelle. Quelle condition, a craché Thomas. La condition qui exigeait que vous fournissiez un logement et des soins à Sophie, a expliqué Henri. Si vous l'aviez laissé rester, vous auriez gardé les 56 millions. Mais parce que vous l'avez expulsé, parce que vous l'avez abandonné, les actifs ont été transférés. Thomas s'est figé. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Transféré à qui? Henri m'a pointé du doigt. À Sophie. Le silence qui a suivi était lourd. L'agent immobilier a discrètement reculé vers la porte et a couru vers sa voiture. Thomas m'a regardé. Ses yeux étaient écarquillés par le choc, puis la confusion, et enfin la rage pure. Toi, petite morveuse, a-t-il sifflé. Tu m'as piégé. Je n'ai rien fait, ai-je dit calmement. J'ai juste demandé un endroit où rester. C'est toi qui m'as mise à la porte. Je suis ton père, a-t-il crié. Je mérite cet argent. J'ai attendu 50 ans pour cet argent. Tu as attendu l'argent, ai-je dit. Mais tu ne m'as jamais attendu, moi. Tu ne t'es jamais soucié de moi. Et grand-père le savait. C'est illégal, a crié Thomas. Il s'est jeté sur moi. Le commandant David s'est interposé instantanément, bloquant Thomas avec un mur de muscles. Je ne ferai pas ça, monsieur, a averti David. Thomas a reculé, respirant lourdement. Il a regardé autour de la pièce, réalisant qu'il était piégé. Il a regardé les murs qu'il voulait abattre. Il a regardé le sol qu'il voulait remplacer. Tout est parti, a-t-il chuchoté. 56 millions. Et la maison, ai-je ajouté. Et l'entreprise. L'entreprise. Thomas a levé les yeux. Non, pas l'entreprise. Je suis le PDG. Plus maintenant, ai-je dit. Je possède les parts majoritaires maintenant. Je te vire, papa. L'expression sur son visage valait chaque larme que j'avais versée ces 20 dernières années. C'était l'expression d'un tyran qui rencontrait enfin quelqu'un qu'il ne pouvait pas intimider. La transition de pouvoir dans ce couloir a été rapide et brutale. Mon père est passé de maître du manoir à intrus en quelques secondes. Tu ne peux pas me virer, a bégayé Thomas, essayant de retrouver un peu de contenance. Il a ajusté sa cravate, mais ses mains tremblaient. Le conseil d'administration ne le permettra pas. Je connais cette entreprise de fond en comble. Le conseil répond à l'actionnaire majoritaire, lui a rappelé gentiment Henri. Et c'est Sophie. Elle détient 51% des actions. Sa parole est loi. Thomas a tourné son regard vers moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur dans ses yeux. Il ne regardait plus sa fille. Il regardait son patron. Sophie,
a-t-il dit, sa voix changeant complètement de ton. Elle est devenue mielleuse, douce. Ne soyons pas impulsifs. Nous sommes une famille. Nous pouvons arranger ça. Tu es contrarié par ce qui s'est passé hier. Je comprends. J'étais stressé. Le deuil fait faire des choses étranges aux gens. J'ai failli rire. Le deuil? Tu n'étais pas en deuil, papa. Tu mesurais les rideaux pendant que grand-père mourait. Tu comptais son argent avant que son corps ne soit froid. J'essayais d'être pratique, a-t-il insisté. Écoute, tu ne sais pas comment gérer un empire de la construction. C'est compliqué. Les syndicats, les contrats, les chaînes d'approvisionnement. Tu as besoin de moi. Je vais te dire. On partage. 50-50e. Je reste PDG. Tu peux être un partenaire silencieux. Tu peux vivre ici. Je déménagerai même si tu veux. Il marchandait. C'était pathétique. Je n'ai pas besoin d'un partenariat silencieux, ai-je dit. Et je n'ai pas besoin de ta permission pour vivre dans ma propre maison. Je me suis tourné vers le commandant David. Veuillez escorter Monsieur Dubois hors de la propriété. Quoi? A halté Thomas. Tu me mets à la porte? Tu as jusqu'à. Eh bien, en fait, tu n'as pas de temps, ai-je dit, vérifiant ma montre d'un air moqueur, imitant ce qu'il m'avait fait hier. Tu es un intrus. Tu dois partir maintenant. J'ai des vêtements ici. Mon ordinateur portable, ma voiture. Ta voiture est louée par l'entreprise, ai-je dit. Donc, elle reste. Tu peux appeler un taxi. Quant à tes vêtements, je ferai emballer quelqu'un et les envoyer à ton appartement en ville. Celui que tu préfères à cette maison de toute façon. Sophie, s'il te plaît. Il est tombé à genoux. C'était choquant de voir mon père fier et froid, agenouillé sur le tapis. J'ai des dettes. J'ai misé mes propres actifs, comptant sur cet héritage. Si je n'ai pas cet argent, je suis ruiné. Je ferai faillite. Je l'ai regardé de haut. Une partie de moi, la petite fille qui voulait juste que son père l'aime, voulait l'aider, voulait dire, d'accord, sois juste gentil avec moi et tu pourras l'avoir. Mais ensuite je me suis souvenu de la pluie la nuit dernière. Je me suis souvenu de la peur de dormir dans la voiture. Je me suis souvenu de lui disant, tu ne m'es plus d'aucune utilité. Tu aurais dû y penser avant de m'expulser, ai-je dit. Grand-père t'a donné un test, papa. Un test simple. Tout ce que tu avais à faire était d'être un père pendant un jour, et tu as échoué. J'ai fait signe à David. 2 gardes de sécurité ont attrapé Thomas par les bras et l'ont soulevé. Enlevez vos mains de moi, a crié Thomas, se débattant. C'est de la folie. Henri, fais quelque chose. Henri a juste nettoyé ses lunettes. Je fais quelque chose, Thomas. J'exécute la volonté de mon client. Ils l'ont traîné vers la porte. Il donnait des coups de pied et criait comme un bambin. Je te poursuivrai en justice, a-t-il hurlé alors qu'il le poussait sur le porche. Je t'emmènerai au tribunal. Tu ne verras jamais un centime. On verra, ai-je dit. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé. Ils l'ont fait marcher dans l'allée, devant sa voiture de fonction coûteuse, jusqu'au portail principal. Ils l'ont poussé dehors et ont fermé les grilles de fer. Je l'ai vu debout sur le bord de la route dans son costume coûteux, hurlant contre le portail fermé. Il avait l'air petit. Il avait l'air impuissant. J'ai fermé la lourde porte d'entrée. Le son était un bruit sourd et solide. Silence. Je suis resté dans le hall. C'était juste moi, Henri et la maison. Je me suis laissé tomber sur la dernière marche du grand escalier et j'ai mis ma tête dans mes mains. Je tremblais. Ça va, a demandé Henri doucement. Non, ai-je dit. Oui, je ne sais pas. C'est beaucoup à assimiler. Mais vous avez fait ce qu'il fallait, a dit Henri. Il aurait vidé cette succession et vous aurait laissé sans rien. Vous avez sauvé l'héritage de votre grand-père. Il a dit qu'il allait me poursuivre, ai-je dit en levant les yeux. Peut-il gagner? Non. Henri a souri. Guillaume a été très minutieux. Il y a une clause de non-contestation dans le testament. Si Thomas conteste le testament devant un tribunal, il perd même la petite rente que Guillaume lui a laissée dans le trust original. Il ne prendra pas le risque.
Il sait qu'il n'a pas de dossier. Donc, c'est vraiment fini. La guerre est finie, a dit Henri. Maintenant, le travail commence. Vous avez une entreprise à diriger, Sophie. J'ai regardé autour de la maison. Je suis entré dans le salon. J'ai vu les endroits vides sur les étagères où mon père avait déjà commencé à emballer les affaires de grand-père. Je suis allé à l'étagère et j'ai ramassé une photo encadrée de grand-père et moi à la pêche quand j'avais 10 ans. Mon père l'avait retournée face contre terre. Je l'ai remise à l'endroit. Je ne te laisserai pas tomber, grand-père, ai-je chuchoté. J'ai passé le reste de la journée à marcher dans la maison, à me la réapproprier. Je suis allé dans la cuisine et je me suis fait un sandwich. Pas parce que j'étais affamé, mais parce que je le pouvais. Personne n'était là pour me dire que je salissais. Personne n'était là pour me juger. Je suis allé dans la bibliothèque, la pièce que mon père voulait transformer en salle de sport. Je me suis assise dans le fauteuil en cuir de grand-père. Il sentait encore comme lui. J'ai tourné sur moi-même. Pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. Mais la victoire n'était pas complète. J'avais la maison, mais j'avais besoin de comprendre pourquoi. J'avais besoin de l'entendre de grand-père lui-même. Henri m'avait dit qu'il y avait une dernière chose, une vidéo. Nous devons la regarder ensemble, avait dit Henri. Demain, avec Thomas. Avec Thomas? Pourquoi? Parce que Guillaume voulait qu'il la voie. Henri a dit, c'est la dernière partie de la punition et la dernière partie de votre deuil. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la bibliothèque était tendue. J'étais assise derrière le bureau massif en chêne de grand-père. C'était étrange d'être sur le siège du pouvoir, mais je me tenais droite, canalisant chaque once de confiance que j'avais. Henri était assis sur le canapé, installant un ordinateur portable connecté à un projecteur. Et puis il y avait Thomas. Il avait été autorisé à revenir sur la propriété uniquement pour cette réunion. Il avait l'air terrible. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient injectés de sang. Il portait le même costume qu'hier, mais il était froissé. Il ressemblait à un homme qui avait passé la nuit à boire et à faire les 100 pas. Il refusait de me regarder. Il fixait le sol, la mâchoire serrée. « Pourquoi sommes-nous ici » a grommelé Thomas. « Tu as déjà tout volé. As-tu besoin d'en rajouter ?»« Nous sommes ici pour satisfaire la dernière demande de Guillaume Dubois » a dit Henri. Il a laissé un message vidéo à diffuser uniquement dans le cas où la clause conditionnelle serait déclenchée. Thomas a tressailli. Henri a appuyé sur lecture. Une projection est apparue sur le mur blanc de la bibliothèque. Il y avait grand-père Guillaume. Il était assis dans cette même pièce, dans le fauteuil que j'occupais actuellement. Il avait l'air malade. Cela devait avoir été filmé quelques semaines avant sa mort, mais sa voix était forte. « Bonjour, Thomas. »« Bonjour, Sophie » a dit la version vidéo de grand-père. Thomas a levé les yeux vers l'écran. Son visage s'est légèrement décomposé en voyant son père. « Si vous regardez ceci, » a continué grand-père. Cela signifie que je suis parti. Et plus important encore, cela signifie que Thomas a échoué. Thomas a grimacé comme s'il avait été giflé. Thomas, a dit grand-père, regardant directement l'objectif de la caméra. Je te connais. Je t'ai élevé. Et je sais que depuis longtemps, tu attends que je meure pour prendre mon argent. Tu penses que je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu chaque regard. J'ai entendu chaque commentaire. Thomas a bougé sur son siège, mal à l'aise. Je voulais te donner une chance, a dit grand-père. Je voulais croire qu'au fond, il y avait encore un père en toi. C'est pour ça que j'ai créé le test. Je pensais que peut-être, si je le force à prendre soin de Sophie, il apprendra à l'aimer. Mais je savais que les chances étaient faibles. Je savais que ton avidité était plus forte que ton cœur. Sur l'écran, grand-père s'est penché en avant. Tu l'as mise à la porte, n'est-ce pas, a demandé grand-père. C'était étrange à quel point il savait exactement ce qui s'était passé. Tu as expulsé ta propre chair et ton propre sang pour sécuriser un solde bancaire. C'est pourquoi tu es assis là avec rien, Thomas. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. Alors tu perds l'argent et tu perds la famille. Thomas a mis sa tête dans ses mains. Arrête ça, a-t-il marmonné. Éteins ça. Je n'ai pas fini,
a dit grand-père sévèrement. Sophie, ma chère et douce Sophie. J'ai regardé l'écran, les larmes coulant sur mon visage. Je suis désolé d'avoir dû te faire traverser ça, a dit grand-père, sa voix s'adoucissant. Je suis désolé d'avoir dû t'utiliser comme appât dans un piège pour ton père. C'était une chose cruelle à faire, mais c'était la seule façon d'assurer ton avenir. J'avais besoin que tu le vois tel qu'il est vraiment. Tu as passé toute ta vie à essayer de lui plaire, à essayer de gagner son amour. J'avais besoin que tu vois que le puits est sec. Il n'y a pas d'eau là-bas, Sophie. Arrête de descendre ton seau. J'ai sangloté. Cette métaphore m'a frappé de plein fouet. Arrête de descendre ton seau. Tu es l'héritière, a dit grand-père. Pas parce que tu es ma petite fille, mais parce que tu es la seule qui comprend ce qu'est la vraie richesse, ses gens, sa gentillesse, son intégrité. Tu as ces choses que Thomas n'a pas. Prends l'entreprise, Sophie. Dirige-la avec ton cœur. Ne laisse pas les affaires te rendre froide comme elles l'ont fait pour lui. Sois la Dubois que je sais que tu es. Et Thomas, a dit grand-père, ses yeux durcissant à nouveau. Si tu essaies de combattre ça, si tu essaies de lui faire du mal, souviens-toi que j'ai des dossiers sur chaque affaire louche que tu as jamais faite. Henri Lézard part. Accepte ton échec. Et peut-être que si tu passes un peu de temps dans la nature, tu retrouveras ton âme, mais tu ne la trouveras pas dans mon compte en banque. Au revoir, mes amours. L'écran est devenu noir. La pièce était silencieuse. Le seul son était le ronronnement du ventilateur du projecteur. Thomas n'a pas bougé pendant un long moment. Puis lentement, il m'a regardé. La colère avait disparu. L'arrogance avait disparu. Il avait juste l'air vaincu. Il me détestait, a chuchoté Thomas. Mon propre père me détestait. Il ne te détestait pas, papa, ai-je dit doucement. Il était déçu de toi. Il y a une différence. Thomas s'est levé. Il avait l'air instable. Et maintenant, a-t-il demandé. Je suis indigent. Je suis à la rue. J'ai regardé Henri. Henri a fait un petit signe de tête, me laissant la décision. C'était mon moment. Je pouvais le détruire. Je pouvais faire exactement ce qu'il m'avait fait. Je pouvais dire, tu ne m'es plus d'aucune utilité et demander à la sécurité de le jeter dehors. La vengeance aurait un goût doux. Mais alors j'ai entendu la voix de grand-père dans ma tête. Dirige avec ton cœur. Si je le détruisais, je serais exactement comme lui. Je serais une autre Dubois froide et impitoyable. Je voulais être un Guillaume, pas un Thomas. Je ne vais pas te jeter à la rue, papa, ai-je dit. Thomas a levé les yeux, surpris. Quoi? Je ne suis pas toi, ai-je dit. Je ne frappe pas la famille quand elle est à terre. J'ai ouvert le tiroir du bureau et j'ai sorti un carnet de chèques. Le nouveau carnet de chèques de l'entreprise. Je vais mettre en place une petite allocation mensuelle pour toi, ai-je dit. Assez pour payer le loyer d'un appartement modeste et acheter de la nourriture. Tu ne seras pas riche. Tu ne voyageras pas en première classe. Tu devras vivre comme une personne normale, mais tu ne mourras pas de faim. Thomas m'a regardé. Une allocation? Comme un enfant? Comme une personne à charge, ai-je corrigé, ce que tu es maintenant. Et l'entreprise, a-t-il demandé. Tu es viré, ai-je dit fermement. Je prends la relève en tant que PDG lundi. Tu ne dois pas t'approcher du bureau. Si tu le fais, l'allocation s'arrête. Il est resté là à assimiler l'information. Il a réalisé qu'il n'avait aucun levier. Il a réalisé qu'il avait de la chance d'avoir quelque chose tout court. Pourquoi, a-t-il demandé. Après ce que j'ai fait, pourquoi me donner quoi que ce soit? Parce que grand-père avait raison, ai-je dit. Mon cœur est ma force, et je refuse de te laisser le transformer en pierre. Thomas m'a regardé pendant un long moment. J'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De la honte. Une honte profonde et brûlante. Il a hoché la tête une fois. Il n'a pas dit merci. Il ne pouvait pas se résoudre à le dire. Il s'est juste retourné et est sorti de la bibliothèque. Il marchait les épaules voûtées, paraissant 10 ans plus vieux qu'hier. Je l'ai regardé partir. J'ai ressenti une sensation de légèreté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je n'avais plus besoin de son approbation.
Je n'avais plus besoin de son amour. J'avais le mien. Henri a fermé l'ordinateur portable. C'était incroyablement généreux de votre part, Sophie, a dit Henri. Ce n'était pas pour lui, ai-je dit en regardant l'écran vide où grand-père avait été. C'était pour moi. Lundi matin est arrivé. C'était mon premier jour en tant que PDG de Dubois et Fils. Je me suis réveillé dans mon propre lit dans ma propre maison, mais j'étais terrifié. Je me suis tenu devant le miroir vêtu d'un tailleur bleu marine. J'avais l'air jeune, trop jeune pour diriger un empire de 56 millions d'euros. Je pouvais entendre la voix de mon père dans ma tête. Tu ne tiendrais pas une journée. J'ai pris une grande inspiration. J'ai mis le collier que grand-père m'avait donné pour mon 16e anniversaire. C'était une petite boussole en or. Pour que tu ne perdes jamais ton chemin, avait-il dit. J'ai conduit jusqu'au siège social. La place de parking de mon père, celle juste devant, était vide. Le panneau disait toujours Thomas Dubois, PDG. Je me suis garé sur le parking visiteur. Je suis entré dans le hall. La réceptionniste, Madame Girard, a levé les yeux. Elle était là depuis 30 ans. Elle avait l'air nerveuse. Tout le monde connaissait les rumeurs. Tout le monde connaissait le drame. Bonjour, Madame Girard, ai-je dit. Bonjour, Mademoiselle Dubois, a-t-elle bégayé. Où est-ce Madame la PDG maintenant? Sophie, ça ira. J'ai souri. Pouvez-vous demander à la maintenance d'enlever le panneau sur le parking? Et celui sur la porte du bureau d'angle. Elle a hoché la tête, soulagée que je ne crie pas ou que je ne vire pas les gens. Tout de suite, Sophie. Le vrai défi était la salle du conseil. À 10 heures, je suis entré dans la salle de conférence. 12 hommes en costume coûteux étaient assis autour de la table. C'était le conseil d'administration. C'étaient les amis de mon père. Ils m'ont regardé comme si j'étais une enfant perdue qui s'était égarée dans une réunion sérieuse. L'un d'eux, un homme nommé Monsieur Martin, ne s'est même pas levé. Sophie, a-t-il dit en se penchant en arrière dans sa chaise. C'est une surprise. Nous avons entendu parler de la situation juridique, mais vous n'avez sûrement pas l'intention de diriger réellement l'entreprise. Nous avons préparé une indemnité de départ pour Thomas, mais nous supposons que vous nommerez un PDG par intérim, quelqu'un avec de l'expérience. Il voulait dire un homme. Il voulait dire quelqu'un comme eux. Je suis allé en bout de table. Je ne me suis pas assise. J'ai posé mes mains sur la surface en cuir et j'ai regardé chacun d'eux. Monsieur Martin, ai-je dit clairement. Mon grand-père a bâti cette entreprise avec une pelle à la main. Il n'avait pas de MBA. Il avait du cran. Mon père avait un MBA et il a failli ruiner le moral de cette entreprise parce qu'il a oublié que les employés sont des êtres humains. La pièce est devenue silencieuse. Je ne nomme pas de PDG par intérim, ai-je continué. Je suis la PDG et les choses vont changer. Le changement coûte cher, a grogné Martin. Les actionnaires n'aimeront pas ça. Les actionnaires veulent de la stabilité, ai-je dit. Et traiter les gens comme des ordures crée de l'instabilité. J'ai examiné les comptes. Nous dépensons 3 millions par an en bonus pour les cadres alors que nous coupons dans le fonds de retraite des ouvriers du bâtiment. Ça s'arrête aujourd'hui. Vous ne pouvez pas juste couper les bonus, a crié un autre homme. Je peux, ai-je dit. Et je l'ai fait. J'ai signé l'ordre ce matin. Le fonds de bonus des cadres est gelé. Cet argent retourne dans le fonds de retraite et dans la modernisation des équipements de sécurité pour les équipes. J'ai sorti un dossier de mon sac. C'est la nouvelle stratégie, ai-je dit. Ça s'appelle le standard Guillaume Dubois. La qualité avant la vitesse, les gens avant les profits. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez démissionner. Je rachèterai vos parts à la valeur du marché. Ils m'ont regardé. Ils s'attendaient à une fille effrayée. Ils ont eu une Dubois. Pendant les premiers mois, c'était dur. Ils m'ont testé. Ils ont essayé de cacher des rapports. Ils ont essayé de prendre des décisions sans moi. Mais je travaillais 16 heures par jour. J'allais sur les chantiers. Je mettais un casque et des bottes boueuses. Je parlais au chef de chantier. J'apprenais les noms des gars qui coulaient le béton. Quand ils me voyaient là-bas dans la boue, pas assise dans une tour d'ivoire comme mon père, ils ont commencé à me respecter.
Elle a le menton de Guillaume, m'a dit un vieux chef de chantier. Et son entêtement. L'entreprise ne s'est pas effondrée. En fait, elle a grandi. Notre réputation de qualité est revenue. Les clients qui étaient partis à cause des tactiques bon marché de mon père sont revenus. Nous avons remporté le plus gros contrat de la région, une nouvelle aile d'hôpital. Je l'avais fait. Je lui avais prouvé qu'il avait tort. Mais la partie la plus difficile n'était pas les affaires. C'était la famille. Pendant le premier mois, je n'ai pas eu de nouvelles de Thomas. J'envoyais le chèque, l'allocation, à l'adresse qu'Henri m'avait donnée. C'était un petit complexe d'appartements à l'autre bout de la ville. Henri m'a dit que Thomas n'avait pas encaissé le premier chèque. Il était trop fier. Il essayait de trouver un travail. Mais qui embauche un PDG déchu de 55 ans avec une réputation de paresse? Personne. Finalement, le chèque a été encaissé. 3 mois plus tard, j'étais assise dans mon bureau. Madame Girard m'a appelé. Sophie, a-t-elle dit. Votre père est là. Il n'a pas de rendez-vous. Dois-je le renvoyer? J'ai regardé la paperasse sur mon bureau. J'étais occupé, mais je me suis souvenu de la vidéo. Dirige avec ton cœur. Non, ai-je dit. Faites-le entrer. La porte s'est ouverte. Thomas est entré. Il avait l'air différent. Le costume coûteux avait disparu. Il portait un pantalon et un pull. Il avait l'air plus mince. Ses cheveux étaient gris. Il avait arrêté de les teindre. Il ressemblait à un vieil homme ordinaire. Il se tenait maladroitement près de la porte. Il a regardé le bureau, son ancien bureau. Il m'a regardé assise dans son ancienne chaise. Bonjour, papa, ai-je dit. Sophie, a-t-il hoché la tête. Il tenait son chapeau dans ses mains. Il avait l'air humble. C'était une expression étrange sur lui. Assieds-toi, je t'en prie. J'ai pointé la chaise en face du bureau. La chaise d'invité. La chaise où je m'asseyais quand je mendiais son attention. Il s'est assis. Il a regardé ses mains. Je voulais te remercier, a-t-il dit doucement. Pour le chèque. Ça a aidé. J'étais en retard sur le loyer. De rien, ai-je dit. J'ai essayé d'obtenir un poste de consultant, a-t-il admis. Mais les nouvelles vont vite. Les gens savent que j'ai été poussé dehors. Les gens savent pourquoi, ai-je dit doucement. Il a soupiré. Oui, ils savent. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient fatigués. Tu fais du bon travail, a-t-il dit. Cela semblait douloureux pour lui de le dire. J'ai lu l'article sur le contrat de l'hôpital dans le journal. C'est une grande victoire. C'était un effort d'équipe, ai-je dit. Les gars ont travaillé dur pour ça. Tu es allé sur le chantier, a-t-il dit. J'ai vu la photo. Tu portais des bottes. Grand-père portait toujours des bottes, ai-je dit. Oui. Thomas a détourné le regard. C'est vrai. Je n'ai jamais aimé la boue. Je sais, ai-je dit. Il y a eu un long silence. Ce n'était pas un silence chaleureux, mais ce n'était pas colérique non plus. C'était le silence de deux personnes qui réalisaient que la guerre était finie et que la poussière retombait. La maison me manque, a-t-il dit soudainement. Le jardin me manque. Il est bien entretenu, ai-je dit. J'ai engagé un nouveau jardinier. Il a planté des tulipes. Ta mère aimait les tulipes, a chuchoté Thomas. Je me suis figé. Il n'avait pas mentionné ma mère depuis 20 ans. Oui, ai-je dit. Elle aimait ça. Il s'est levé. Bon, je ne devrais pas te retenir. Tu es une femme occupée, une PDG. Il s'est tourné pour partir. Papa, ai-je appelé. Il s'est arrêté. Tu peux venir dîner, ai-je dit. Dimanche, si tu veux. Il s'est retourné. Il avait l'air choqué. Dîner? C'est juste un pot-au-feu, ai-je dit. Rien d'extraordinaire, mais tu ne devrais pas être seul le dimanche. Grand-père ne voudrait pas ça. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il les a rapidement essuyés. J'aimerais bien, a-t-il dit.
D'accord, ai-je dit. 18 heures, ne sois pas en retard. Il a hoché la tête. Je ne le serai pas, il est sorti. Il est venu dîner ce dimanche-là. C'était gênant. Nous avons parlé de la météo. Nous avons parlé de sport. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas parlé des 56 millions. Mais il est revenu le dimanche suivant, et le suivant. Il n'a jamais récupéré l'entreprise. Il n'a jamais récupéré le manoir. Il a vécu dans son petit appartement jusqu'à la fin de ses jours. Mais il a changé. Il est devenu plus calme. Il a cessé de se soucier de ce que les gens pensaient de lui. Je pense que, d'une certaine manière, perdre l'argent l'a sauvé. Ça l'a dépouillé de son arrogance. Ça l'a forcé à être juste Thomas. 1 an plus tard, j'ai créé la Fondation Guillaume Dubois. C'était un programme d'école professionnelle pour les enfants qui ne pouvaient pas se payer l'université. Ça leur apprenait la menuiserie, la plomberie, l'électricité. Ça leur donnait un avenir. Lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai fait un discours. Mon grand-père m'a appris que la vraie richesse n'est pas ce que vous gardez, ai-je dit à la foule. C'est ce que vous construisez. Et la chose la plus importante que vous puissiez construire, ce sont les gens. J'ai regardé le premier rang. Mon père était assis là. Il n'était pas dans la section VIP. Il était dans les sièges généraux. Il applaudissait. Et pour la première fois de ma vie, il me souriait avec une véritable fierté. J'ai conduit au cimetière après la cérémonie. J'ai marché jusqu'au caveau familial. Il y avait 2 pierres, Claire Dubois et Guillaume Dubois. J'ai déposé un bouquet de tulipes sur la tombe de maman. J'ai posé un casque de chantier sur celle de grand-père. Tu avais raison, ai-je chuchoté au vent. Le test a marché. Il a échoué, mais nous avons survécu. Et je pense qu'il apprend enfin. Je me suis assise sur l'herbe pendant un long moment. Le soleil se couchait, jetant une lumière dorée sur les pierres. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je n'étais plus la victime. Je n'étais plus la fille négligée. J'étais Sophie Dubois. J'étais une survivante. J'étais une dirigeante. Et surtout, j'étais heureuse. J'avais traversé le feu du drame de ma famille. Et j'en étais sorti de l'autre côté, non pas comme de la cendre, mais comme de l'acier. Voilà mon histoire. Je ne vous raconte pas cela pour me vanter de l'argent. Les 56 millions, c'est bien. Je ne vais pas mentir. Ça achète la sécurité. Ça achète le confort. Mais ça n'achète pas une fin heureuse. Vous devez la construire vous-même. Je vous raconte cela parce que je sais qu'il y a des gens qui regardent et qui se sentent petits. Peut-être avez-vous un père qui ne vous regarde pas. Peut-être avez-vous une famille qui vous traite comme une option au lieu d'une priorité. Peut-être êtes-vous le mouton noir ou le bouc émissaire. Je sais à quel point ça fait mal. Je sais ce que c'est de s'asseoir dans une salle d'attente et de se sentir invisible. Je sais ce que c'est d'essayer d'acheter de l'amour avec de bonnes notes ou des réussites, pour réaliser que le prix est trop élevé. Mais je veux que vous m'écoutiez. Ne les laissez pas définir votre valeur. Mon père m'a traité d'inutile. Il a dit que je n'étais rien sans lui. Il avait tort. Votre valeur ne vient pas de l'approbation de vos parents. Elle vient de votre propre cœur. Elle vient de votre résilience. Si vous êtes dans une situation toxique, si vous êtes maltraité, vous devez être courageux. Vous devez être comme grand-père Guillaume. Vous devez fixer vos limites. Vous devez exiger le respect. Et s'ils ne veulent pas vous le donner, vous devez être prêt à partir. Dormir dans cette voiture a été la nuit la plus effrayante de ma vie. Mais c'était aussi le début de ma liberté. Parfois, il faut perdre le toit au-dessus de sa tête pour trouver le sol sous ses pieds. Et à propos de la vengeance, beaucoup d'entre vous voulaient probablement que je détruise mon père. Vous vouliez que je le laisse à la rue. Vous vouliez que je lui hurle dessus et le fasse souffrir comme j'ai souffert. Mais ce n'est pas ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de regarder la personne qui vous a blessé et de lui montrer de la miséricorde. Pas parce qu'elle le mérite, mais parce que vous valez mieux qu'elle. Mon père vit une petite vie maintenant. Il doit budgétiser ses courses. Il conduit une voiture d'occasion. Il a perdu son statut.
C'est sa punition. Il doit vivre chaque jour en sachant qu'il a jeté un royaume parce qu'il ne pouvait pas aimer sa fille. Je n'avais pas besoin de l'écraser. J'avais juste besoin de réussir sans lui. C'est la meilleure vengeance, le succès, le bonheur, la paix. J'ai encore des jours difficiles. J'ai encore des cicatrices, mais c'est moi qui tiens les clés maintenant. C'est moi qui conduis la voiture.